Nous allons laisser la parole à deux élus locaux. Michel Lutz, maire de Mulhouse, merci et bienvenue, Madame le maire. Et Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, merci et bienvenue, qui vont nous parler en fait d'un rapport qui leur a été commandé par l'ancien ministre du Logement Olivier Klein pour répondre aux besoins de renouvellement des outils pour la lutte contre l'habitat indigne. Et dans ce cadre-là, ils ont remis ce rapport il y a quelques semaines à notre nouveau ministre du Logement. C'est un sujet qui est extrêmement important et intéressant à la fois pour les collectivités, mais également pour les architectes, car les architectes interviennent souvent à des moments clés de la rénovation et peut-être parfois trop tard par rapport aux vrais besoins. Et malheureusement, on aimerait pouvoir intervenir souvent en amont pour accompagner notamment les copropriétés et les copropriétaires et mieux pouvoir travailler sur la qualité des rénovations et même parfois tout simplement convaincre les copropriétaires. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a plein de choses, on pourrait donner plein de chiffres, mais je crois que ça fait partie de la présentation. Je vous laisse la parole et je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci. Merci. Non, comme d'habitude, on commence à être routinier. Peut-être avant de passer dans la présentation formelle du rapport, de nos propositions, quelques mots quand même sur la situation de l'habitat indigne en France. Mots que nous partageons avec Michel Lutz, ma collègue de Mulhouse. On a essayé aussi, avec toutes les contraintes, d'aller rencontrer de nombreux acteurs, actrices de la lutte contre l'habitat indigne pour essayer de les fédérer dans le cadre de ce rapport et bien sûr à l'avenir. L'habitat indigne, c'est 400 000 logements dans notre pays, en France métropolitaine. On avait nos collègues de l'Outre-mer qui étaient présents. C'est 100 000 logements d'habitat indigne dans l'Outre-mer qu'il faut rajouter. Donc en France métropolitaine, c'est entre 1 million et 1,5 million de personnes qui sont directement concernées par la problématique de l'habitat indigne, avec des phénomènes de concentration dans certaines zones, mais en même temps aussi avec des problématiques qui ne sont pas complètement spécifiques aux zones urbaines, parce qu'on en retrouve aussi dans les villages, dans des maisons abandonnées, etc., etc. Comme le disait à l'instant Christelle Lecomte, nous, toute la philosophie de notre rapport, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les outils de la puissance publique, mais aussi les outils de prévention pour finalement ne pas arriver au bout de la chaîne qu'on connaît, à savoir des immeubles qui sont tellement dégradés que les conditions de vie sont tellement indignes qu'elles mettent en danger la santé des habitants qui les occupent et que la solution pour en sortir passe au bout d'un moment, malheureusement, par la démolition pure et simple et de rebâtir quelque chose de neuf. Pourquoi est-ce que je voulais dire ces quelques mots? Parce qu'on est face à une problématique qui est complètement ubuesque. D'abord, on est la 6e puissance économique mondiale et dans notre pays, il y a entre 1 million et 1,5 million de personnes. Je ne parle même pas du mal logement, je parle juste du logement qui met la vie des gens, la santé des gens en danger, qui souffrent de ça. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est dans une démocratie moderne, ambitieuse comme la France, qui, pour moi, devrait être inadmissible. Mais c'est doublement inadmissible à l'heure où les besoins de logement, où la question de la durabilité des logements, où la question de la durabilité de la construction et de son impact au carbone est posée. On a aujourd'hui 400 000 logements qui sont soit inoccupés, soit occupés dans des conditions complètement indignes, qui, s'ils étaient rénovés, pourraient être remis positivement sur le marché du logement qui quasiment immédiatement permettrait de faire redescendre la pression, y compris la pression sur la construction neuve, et avec un coût carbone qui est évidemment dérisoire par rapport à celui de la démolition-reconstruction. Donc, pour cela, on a essayé justement de réfléchir. Donc, si on rentre un peu dans le détail de la présentation du rapport, on a séquencé 4 parties. Je vais vous présenter du coup la première, que vous voyez, le premier bloc de propositions qui s'affiche à cet endroit, où on s'est d'abord concentré sur les outils de puissance publique. Si j'essaie de vous le faire sans vous faire une présentation linéaire, mais en résumé, aujourd'hui, nous avons des outils de puissance publique qui sont très adaptés
pour les situations catastrophiques. Il y a une loi qui date des années 70 qui s'appelle la loi Vivien et qui permet, quand finalement il n'y a plus rien à espérer, quand soit l'insalubrité est dite irrémédiable, le péril total et imminent, qui permet d'accélérer les procédures d'expropriation pour finalement résoudre un trouble. Et en tant que tel, à partir de ce moment-là où on a une menace d'effondrement, par exemple, l'utilité publique est manifeste indépendamment finalement de la question du projet. En dehors de cette situation-là, on n'a pas d'outils spécifiques sur la lutte contre l'habitat indigne. Ça veut dire qu'on doit être soumis aux outils classiques qui font définir l'utilité publique par la destination de ce qu'on veut construire. Donc en termes de logement, c'est simple. L'utilité publique, elle se manifeste par le logement social. Dans des centres-villes, par exemple comme celui de Saint-Denis, dans lequel il y a 30% d'habitat indigne, dans lequel il y a par ailleurs déjà 50% donc parmi l'habitat privé, l'habitat privé ne représentant que la moitié, puisque l'autre moitié est déjà de l'habitat social, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire basculer 30% de logements en plus dans l'habitat social, au-delà du fait que ça serait insupportable financièrement, et surtout nos villes ne peuvent pas être constituées que d'habitat social. Donc la première proposition que vous voyez là, c'est de créer un outil d'expropriation dédié à l'habitat indigne qui viserait à intervenir beaucoup plus tôt dans la chaîne. Pas d'attendre que l'immeuble soit complètement dégradé et qu'il n'y ait plus rien à faire, où là on est quand même dans le perdant, 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 parce que c'est perdant pour les collectivités parce qu'elles doivent racheter, ça prend du temps, c'est des catastrophes. C'est perdant pour l'environnement parce que l'habitat indigne génère très régulièrement des trafics et de nombreuses nuisances. Et c'est perdant pour les copropriétaires parce qu'on arrive à un stade où quand on les exproprie, ça nous coûte tellement cher à démolir notamment qu'en fait leur bien ne vaut plus rien. Et donc ils sont expropriés à vil prix. Donc nous, notre proposition, elle est de dire d'ouvrir un droit à l'expropriation indépendamment de la destination de l'objet, dès que finalement des arrêtés de péril simples sont pris et que les prescriptions données par les communes ne sont pas respectées. C'est-à-dire concrètement quand une copropriété ne réagit pas. À ce moment-là, ça ouvrirait ce droit à l'expropriation, ce qui permettrait par ailleurs d'exproprier à une bonne valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Je passe très vite, il y a tout en gros le bloc de sécurisation des outils existants d'expropriation qui sont aujourd'hui assez menacés. Le point 3 est absolument crucial. Aujourd'hui, et ça c'est un problème moral dans notre pays, les marchands de sommeil s'enrichissent, y compris avec de l'argent public, quand nous sommes contraints de racheter les immeubles. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes d'appréciation des biens prennent en compte essentiellement ce qu'on appelle la valeur vénale potentielle, c'est-à-dire combien ça vaudrait théoriquement, et que finalement les méthodes de décote par rapport à la qualité du bien sont extrêmement limitées. Il faut qu'on ait une méthode nationale de décote spécifique à l'habitat indigne qui permette, quand le bien est extrêmement dégradé, de le racheter pour pas grand-chose, parce que objectivement ça ne vaut rien, et parfois ça a même une valeur négative quand les coûts de démolition sont supérieurs. Je passe vite. Ça, c'est des trucs qui sont des amis architectes qui sont présents sur la question de aussi développer les financements à l'îlot, parce que bien souvent, l'immeuble a un impact sur l'ensemble de l'îlot et qu'on doit pouvoir aussi traiter de manière indirecte les autres immeubles. La rétrocession à l'euro symbolique des biens confisqués par l'État sur les marchands de sommeil au bénéfice des projets urbains. Cette confiscation, elle n'est pas assez appliquée. Et quand elle est appliquée, aujourd'hui, ils sont remis sur le marché à prix coûtant, ce qui renchérit le coût des projets urbains. Renforcer l'ingénierie de la lutte contre l'habitat indigne, à la fois pour les collectivités en termes de financement. Michel en parlera après, aussi sur l'ingénierie privée, notamment dans les syndics. Et enfin, excusez-moi, de mettre un énorme coup d'ambition autour de la question des travaux d'office, qui sont un outil qui n'est pas assez utilisé, parce qu'aujourd'hui, en moyenne, les collectivités récupèrent 10% des sommes qui sont avancées. Et donc, il faut qu'on ait un mécanisme de garantie avec l'État, beaucoup plus pérenne, qui nous permette, sur les travaux de sécurité, de mise en sécurité, de pouvoir faire bénéficier de financement de l'ANA, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et sur les travaux d'office d'amélioration, d'avoir un système d'avance qui permette de ne pas emboliser les finances des communes. Michel ? À moi. Très bien, merci Mathieu.
Juste rapidement, alors ce rapport comporte 24 propositions, donc nous n'allons pas vous les détailler toutes, d'autant que ce rapport est à disposition pour toutes les personnes qui aimeraient le lire. Rapidement, peut-être, je vais vous parler peut-être des propositions qui concernent la facilitation des interventions des différents acteurs. Et Mathieu a déjà abordé le sujet. C'est vrai que l'idée, ça serait aussi de trouver des moyens pour faire mieux, tu l'as dit, en amont, le plus en amont possible et le plus rapidement possible. Alors pour ça, il y a une chaîne d'acteurs qu'il faut réussir à fluidifier, parce que malheureusement, ça prend beaucoup de temps, et je suis d'ailleurs étonnée que tu n'aies pas cité le problème qui te concerne à Saint-Denis, qui a mis plus de 20 ans à se résoudre, et ça traduit vraiment aussi cette chaîne qui est trop longue, qui est trop lourde, avec bien sûr aussi des conséquences sur les collectivités, puisque ce sont les collectivités qui se retrouvent impactées en premier lieu. Et comme l'a dit Mathieu, souvent il faut que nous, maires, nous constations les effets de certaines dérives pour se rendre compte qu'effectivement qu'il y avait tout un travail en amont qu'on aurait pu faire. Alors tu l'as dit Mathieu, moi j'aimerais parler aussi de l'intervention des syndics, parce que je crois que c'est un vrai sujet. Les syndics, on sait que ce sont les personnes qui sont là sur le pont, qui sont chargées de réguler les choses. Et on se rend compte que, ma foi, un certain nombre de syndics, souvent, sont déficients ou inopérationnels, si on peut dire ainsi. Et on a réfléchi à une solution, peut-être, qui pourrait être un syndic de copropriété à caractère public, ou alors peut-être à caractère à intérêt général. Voilà, je ne sais pas comment il faut nommer ces syndics-là, mais toujours est-il que ça serait peut-être une solution également. Dans le cadre de la responsabilisation des copropriétaires, une idée qui a germé très vite, c'est le diagnostic global et complet. Donc avec un diagnostic structurel que nous imaginions pouvoir se réaliser à peu près tous les 10 ans, avec bien entendu un vrai suivi derrière. Voilà également une proposition dans le cadre du calendrier des travaux qui est prévu en général par les copropriétés. Améliorer aussi les dispositifs de préfinancement des aides publiques et du reste à charge, parce qu'on sait que quand on parle de logement indigne, on s'adresse souvent à une population qui est déjà très en difficulté, ou alors des copropriétés très en difficulté, souvent des gens qui n'ont pas accès au circuit bancaire traditionnel, pourrait-on dire. Un autre dispositif, et nous savons d'ores et déjà qu'il a été accepté par le gouvernement, il s'agit d'élargir le dispositif Denormandie que tout le monde connaît, et tout le monde a pu mesurer les bienfaits de ce dispositif Denormandie dans l'ancien. Et nous avons la certitude maintenant que ce dispositif est relié aux travaux de réhabilitation jusqu'en 2030. Voilà peut-être une avancée aussi, et c'est une confirmation que nous avons eue par le ministre Bergrit quand nous sommes allés le voir. Alors, quand on parle de copropriété dégradée, je pense que c'est une thématique sur laquelle nous avons tous les deux beaucoup d'expérience. À Mulhouse, j'en ai aussi. Il y a un autre sujet qui nous parle beaucoup, ce sont les immeubles de grande hauteur, parce que je crois qu'on est tous à peu près impactés par ces immeubles-là, mais en tout cas, on est nombreux à l'être. Et se pose aussi la question de la façon dont on pourrait réglementer ou réduire, je dirais, la pression de la réglementation pour les immeubles de grande hauteur. Est-ce que la solution, ce serait par exemple de neutraliser les étages qui sont supérieurs à une certaine hauteur? Est-ce que la solution peut être une solution numérique dans le temps? Il semblerait que tout ça, ça bute aussi contre une contingence de sécurité, et ça, on peut l'entendre. Mais voilà, il nous faut aussi des outils pour ces immeubles de grande hauteur. J'en ai quelques-uns à Mulhouse, et croyez bien que c'est un sujet du quotidien. C'est très difficile à traiter, c'est très difficile de trouver, je dirais, une aide. Et peut-être, voilà, dans les grandes lignes, un petit peu des exemples que je souhaitais vous citer. Rappeler la mission aussi du ministre Klein au départ. Quand il nous avait téléphoné, il nous a parlé d'une boîte à outils. Il nous a parlé d'un arsenal en termes de réglementation, en termes d'arsenal législatif supplémentaire. Alors certes, il existe des dispositifs, il ne s'agit pas de les bannir tous, mais il s'agit peut-être de les développer, voire de les amplifier, ou alors de les revoir. Voilà la grande philosophie, en quelques mots, de l'axe que je souhaitais présenter. Et Mathieu va prendre le relais sur l'axe numéro 3. Merci Michel.
assez rapidement, parce qu'on souhaite aussi pouvoir vous laisser du temps pour échanger, évidemment. L'axe 3 concerne, et c'est un sujet toujours crucial, l'amélioration de l'accompagnement et de la protection des habitants. Ce qu'il faut, c'est toujours rappeler, la Fondation Abbé Pierre le fait régulièrement, que quand on parle d'habitat indigne, on parle aussi de victimes de l'habitat indigne. Donc il y a tout un certain nombre de dispositifs à revoir, par exemple, pour que la question de la protection des habitants, elle puisse commencer dès les premiers signalements au SCHS. On a des situations ubuesques où des locataires sont courageux, font appel au SCHS de la commune, et dès que le SCHS est passé, leur propriétaire les met dehors quasiment manu militari. C'est une manière de faire cesser le trouble comme une autre. Et donc ces personnes-là devraient pouvoir être protégées. Sur ce sujet, je veux quand même signaler la très grande avancée qu'il y a eu au Sénat, portée par Yann Brossa, et validé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui viserait à réfléchir à pouvoir donner un titre de séjour au moins temporaire à toutes les personnes qui sont victimes de l'habitat indigne, comme on le fait pour les victimes du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, on a une situation complètement ubuesque où un certain nombre de situations sont complètement bloquées, parce qu'on a une loi qui dit, et c'est normal, quand on évacue, on est obligé de reloger, et on a une autre loi qui nous dit, vous n'avez pas le droit de reloger des gens qui n'ont pas de papier. Et donc, vous êtes pris dans cet entre-deux avec des projets qui sont soit encarafés, soit avec des personnes qu'on va héberger à grands frais d'argent public, encore une fois, pendant des mois, pendant des années à l'hôtel, jusqu'à ce que leur situation administrative soit régulée. C'est un non-sens absolu. Surtout que d'un point de vue de volumétrie, on parle quand même de quelques milliers de personnes. Voilà. Donc là, de manière très opérationnelle, cet amendement va beaucoup nous aider. Il faut qu'il aille jusqu'au bout et ça permettra de monter d'un cran le niveau de protection des habitants. Mais on a aussi pensé, c'est quelque chose qui nous est arrivé à Bordeaux, et parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu dans notre pré-rapport avec Michel Lutz. On a voulu en faire une mesure, la création d'un fonds de garantie. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi, je l'ai perdu. Bref, bon, je ne sais plus où il est, mais la création d'un fonds de garantie pour les victimes, et notamment les victimes indirectes de l'habitat indigne. À Bordeaux, on a vu effondrement, et en fait, c'est tout un quartier qui a été déstabilisé, avec des personnes qui ont un immeuble qui est absolument sain, qui n'ont rien demandé, qui ont bien entretenu, qui ont payé leurs charges pendant des années, etc., qui se retrouvent aujourd'hui, 2 ans après, pour les pires d'entre eux, à n'avoir pas pu remettre les pieds. Et ils ne sont aujourd'hui renvoyés qu'à une discussion assurantielle qui, avec les appels, va prendre 10 ans, qui, en attendant, payent toujours leur crédit et sont dans une situation où ils n'ont même plus, du coup, de quoi financer les travaux. Donc un système pareil, encore une fois, qui est auto-bloquant. Pour ce genre de situation, en cas d'effondrement, on a besoin qu'il y ait un mécanisme de garantie de solidarité nationale qui prenne le relais avant que les assurances soient au rendez-vous. La nécessité de conforter le permis de louer, Michel l'évoquait, en incluant dedans la question d'un contrôle technique du logement, à la fois du logement par rapport à la décence, mais aussi de l'immeuble pour éviter les situations d'effondrement que l'on a connues. Et là, c'est un vrai rôle pour les architectes. Je suis sur le stand de l'ordre, vraiment, je veux le dire. Demain, on a besoin de ce contrat de confiance entre des copros et des hommes et des femmes de l'art qui sont en capacité de repérer, parce que typiquement, les enquêtes suivent leur cours, mais dans ces systèmes d'effondrement, je pense à ceux de Lille, il n'est pas impossible de penser que ce soit des dégradations involontaires, notamment au niveau du rez-de-chaussée, des caves dans les commerces, qui ont provoqué ces effondrements, alors que les immeubles étaient normalement sains. Et donc d'avoir une mesure de prévention un peu générale, raisonnable, à l'échelle d'une copro, une fois tous les 10 ans, et peut-être seulement au bout de 30 ans de vie d'un immeuble, j'en sais rien. Enfin, là, les choses, elles doivent finir d'être précisées, mais ça, pour éviter cette mécanique des effondrements, ça nous apparaît crucial. Voilà, et je vous ai dit l'essentiel, si ce n'est qu'il y a un sujet, mais qui se recoupe, c'est effectivement l'accès à l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, on a un sujet, c'est que la question de l'hébergement d'urgence, déjà, il n'y en a pas assez tout court. Et
en zone tendue en particulier, et qu'il est extrêmement mal réparti. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire peser la responsabilité de l'hébergement d'urgence sur une zone métropolitaine dans les villes qui connaissent les problématiques d'habitat indigne. En fait, sinon, vous surrajoutez un certain nombre de difficultés sur les difficultés et vous incapacitez les villes dans leur capacité à agir. Surtout que toutes ces villes, en l'occurrence, la plupart des cas, elles remplissent très largement leurs obligations d'hébergement d'urgence. La ville de Saint-Denis, pour donner un exemple, c'est 4%, 3,7% de ses habitants qui sont en hébergement d'urgence quand on cumule l'hébergement hôtel 115 et les résidences sociales, là où la moyenne métropolitaine va être à 0,7, 0,8. Donc on a besoin, sur ce point spécifique, de revoir l'article 55 de la loi SRU, pour muscler les obligations en hébergement d'urgence de toutes les communes, comme on muscle les obligations en termes de logement social. Michel ? La suite, merci. Donc, dans ce rapport, évidemment, il faut parler de mesures coercitives envers les propriétaires indélicats, puisque Mathieu l'a dit, l'a évoqué, les marchands de sommeil, osons les nommer, sont quand même des spécialistes de la matière. Alors, c'est vrai qu'il s'agit de renforcer les moyens alloués sur ce contentieux, puisque c'est un vrai contentieux dans les juridictions et aux forces de l'ordre. Donc, c'est une idée que nous avons eue également. Donc, mettre en place aussi les mesures coercitives, et on l'a dit, c'est des procédures longues, complexes, coûteuses pour la copropriété. Donc, il faut réfléchir aussi à des moyens supplémentaires. Et toutes les villes, tous nos collègues que nous avons consultés nous ont toujours dit la même chose. On manque de moyens, on manque d'équipes, on manque d'ingénierie. Et je crois que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est vrai que certaines enquêtes administratives ne peuvent pas se faire parce que nous, les collectivités, nous ne sommes pas assez staffés. Nous ne pouvons pas nous staffer au vu des coûts. Alors peut-être quelques propositions à ce sujet. Donc, et Mathieu, je crois que tu es très attaché à ça aussi. C'est doter les inspecteurs de salubrité ou les agents de police municipale de pouvoirs d'enquête judiciaire dans l'habitat indigne. Je crois qu'on va dans ce sens parce que si j'ai écouté les dernières propositions de Monsieur le ministre de l'Intérieur, il souhaite donner des pouvoirs supplémentaires aux policiers municipaux. Donc on est très en attente de tout ça, bien évidemment. Rappelez-vous que les inspecteurs de l'environnement, depuis 2020, ont des pouvoirs aussi qui sont supplémentaires. Donc on aimerait être dans cet état d'esprit-là aussi. Faciliter la mise en application des mesures et notamment celles liées à la saisie des lots en impayés en proposition de substitution par les collectivités en cas d'inaction du syndic. Ça revient à la proposition de tout à l'heure de se dire voilà quel est le rôle du syndic et ne pourrait-on pas aussi veiller à ce que les syndics et les vrais syndics et les syndics, je dirais, formés pour les ressources humaines, mais en même temps des syndics de qualité, et on insiste beaucoup aussi sur le terme de syndic de qualité, leur donner aussi des moyens souvent, et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien, voir comment la collectivité dans ces cas-là peut se substituer en engageant peut-être des procédures, parce que nous, de toute façon, on est engagé par notre responsabilité d'une manière ou d'une autre. Et alors, le dernier point qui est important aussi, la cohérence, la mise en cohérence des différents codes. On connaît beaucoup de codes en France, dont le code de l'urbanisme, par exemple, et je ne citerai que celui-là. Et se dire, nous avons beaucoup de codes différents, mais qui, en finalité, pourraient être revus. Et en tout cas, qu'il puisse y avoir une forme de cohérence, parce qu'on a tendance aussi à faire de l'inflation en termes de codes en France. Et l'idée, c'est de trouver vraiment quelque chose, je dirais, une épine dorsale majeure, avec des moyens cohérents, des codes cohérents qu'on peut appliquer. Alors peut-être, je vais tenter une forme de conclusion, mais je te laisserai le mot de la fin, Mathieu. Le ministre l'a dit, et je ne fais que répéter les dires du ministre Patrice Bergrit, c'est de dire que la cause de l'habitat indigne est une grande cause nationale. Il l'a dit devant nous, il l'a dit dans son bureau, et c'est vrai que voilà, on a besoin de la solidarité nationale pour venir à bout de ce problème. Et je crois que c'est un cri du cœur des maires que nous sommes, des élus de terrain que nous sommes au quotidien. Alors c'est vrai, sur le plan financier, bien sûr, parce que sans finance, on ne fait rien, sans moyens, on ne peut rien faire, mais aussi d'ingénierie. Et j'insiste beaucoup sur le volet ingénierie, parce que c'est ce qui manque souvent le plus
même dans les très grandes collectivités. On s'en est rendu compte à Valenciennes quand nous sommes allés voir nos collègues. La première des choses qu'on nous a dites, on n'a pas de moyens d'ingénierie. Et c'est vrai que voilà, là vous êtes tous concernés qui représentez l'ordre des architectes, les fameuses ZAN qui vont s'installer. Donc tout ça, c'est une contrainte supplémentaire. Ça veut dire aussi que nous, les maires, on va être obligés de reconstruire notre ville sur la ville existante. Donc voilà, lutter contre le logement indigne est peut-être un début aussi de cette reconstruction de nos villes. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous l'appréhendons. Absolument. Un mot peut-être pour juste expliquer, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand on lit cette slide qu'on n'est pas très méchant contre les marchands de sommeil. L'objet du rapport, c'était les outils de puissance publique locale. Ce n'était pas un rapport de politique pénale. Il y a des très bonnes propositions. Je pense à Benoît Payan, le maire de Marseille, avec lequel on a beaucoup travaillé, qui en a fait sur les marchands de sommeil spécifiques. Évidemment, c'est complémentaire de notre rapport. Même là, sur la coercition, on a essayé de montrer l'aspect opérationnel de qu'est-ce que les maires peuvent faire, pourraient faire, avec finalement quelques changements législatifs. Deuxième chose, vous dire qu'on est aussi dans un moment un peu charnière, parce que vous le voyez, c'est quand même un rapport qui va être, s'il va au bout, très structurant. Il y a un projet de loi qui va être déposé, qui est en discussion là, avec le Conseil d'État, qui devrait être présenté en Conseil des ministres d'ici à la fin de l'année. C'est ce qu'en tout cas l'on souhaite et c'est ce qui est en train de discuter pour un passage à l'Assemblée, au premier trimestre. Pour que ça se passe bien, en fait, on est quand même sur une histoire éminemment politique. Parce que grosso modo, on fait un super rapport, mais enfin bon, disons-le, on n'a pas la prétention d'avoir inventé le fil à couper le beurre. On a eu plein d'acteurs qui ont ces intuitions-là partout, mais où on n'arrive pas à les cristalliser. Il faut qu'il y ait de l'engagement des maires, bien sûr, des politiques et pas que, plus globalement. Il faut que cette question de la lutte contre l'habitat indigne devienne une priorité nationale, c'est-à-dire que c'est une priorité pour tout le monde, que c'est les architectes, comme les promoteurs, comme l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction de la ville durable. Pour cela, pour jouer notre rôle, on a aussi construit un réseau des villes qui s'engage contre l'habitat indigne. On a fait la première réunion à Saint-Denis lundi dernier. Il y avait plus de 200 professionnels qui étaient réunis. Et ça a abouti à vraiment des très beaux résultats. L'initiative se renouvellera au moins une fois par an. L'année prochaine, ça sera à Bordeaux. Les collègues se sont déjà engagés. Le réseau va se densifier pour être à la fois un réseau de partage d'ingénierie, comme l'évoquait Michel, pour ceux qui sont allés un peu plus loin, qui peut permettre à d'autres de gagner du temps, mais aussi un réseau qui vise justement à contribuer activement à ce plaidoyer, parce que changer les règles, c'est nécessaire. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, mais une fois qu'on aura changé les règles, pour sortir de l'habitat indigne, c'est 10 ans, c'est 15 ans devant nous, avec un investissement continu, régulier, et que cette priorité, elle soit maintenue. Et pour ça, on a besoin que tous et toutes soient mobilisés, et donc on compte aussi sur vous sur ce point-là. Merci. Allô, oui. Merci, Madame le maire et Monsieur le maire, pour cette intervention plutôt synthétique. Est-ce que vous avez encore le temps pour quelques questions dans la salle? Si vous avez quelques questions. Oui. Bonjour, je suis journaliste à Bâti Actu. Je vous parle par rapport au réseau des villes. Qu'est-ce qui a été dit dans cette première réunion? Est-ce qu'il y a des pistes qui vont pouvoir être mises en place? Alors, dans cette première réunion, on a bien sûr présenté, il y a toute une partie qui visait à présenter le rapport et les nouveaux outils, pour y compris les confronter à ces acteurs de terrain. C'était aussi un des moments du dialogue, finalement, un peu en amont du projet de loi qui va continuer. On va les présenter, y compris devant les différentes commissions parlementaires. Il y a de nombreux acteurs privés, des grands réseaux de la construction qui souhaitent qu'on puisse venir les voir pour échanger avec eux. Ce travail-là, on va continuer à le faire. Mais c'était aussi un outil pour continuer à se fédérer. Un moment important. Encore une fois, l'enjeu, il est le partage d'expérience. C'est ça qui a pu être fait pour donner des idées, pour donner des méthodes aussi aux communes, pour être solidaires de ce point de vue-là. Et c'est un enjeu de plaidoyer, donc de mise à l'agenda politique. Et pour ça, on a aussi besoin de ces moments symboliques comme ces grandes réunions de réseau. Le travail du réseau,
il ne se fait pas que sur une journée par an. C'est les professionnels des villes qui vont bosser entre eux. Il y a un engagement aussi de pouvoir faire du partage de compétences, d'accueillir chez les uns, chez les autres, d'aller faire des démonstrations aussi. Et puis, on a aussi besoin de ces moments symboliques où tout le monde se dit, voilà, c'est la priorité. On travaille de manière très active avec la Fondation Abbé Pierre, qui cette année encore, au mois de février, va mettre la question du mal logement et de la lutte contre l'habitat indigne tout en haut de son rapport et de ses priorités centrales. Une nouvelle fois, malheureusement, eh bien, nous, on veut montrer qu'à côté de ces acteurs associatifs, il y a des acteurs publics, des mairies, des collectivités qui, elles aussi, font le choix de s'engager. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Alors, je vous propose peut-être de conclure rapidement. Je voulais simplement vous redire, déjà, merci pour cette intervention. Tous les acteurs qui s'engagent sur l'habitat indigne, finalement, sont assez proches du plaidoyer que les architectes ont sorti l'année dernière, et qui font un certain nombre de propositions qui accompagnent la lutte sur l'habitat indigne. Bien sûr, vous pouvez compter sur les architectes qui se forment tous les ans pour être à la hauteur des enjeux de la rénovation, qu'elle soit énergétique, spatiale et sociale. Nous sommes formés à l'écoute des copropriétés. Le processus un architecte permet d'être auprès des collectivités territoriales et locales pour être au plus proche et en amont des catastrophes telles qu'on a pu les voir déjà à Lille ou à Marseille notamment. Enfin, l'ordre probablement de Bordeaux sera peut-être présent à votre événement l'année prochaine si vous le souhaitez pour venir participer à un certain nombre de discussions et expliquer une nouvelle fois les compétences des architectes. On reste à vos côtés pour parler de ces problèmes-là et je voulais une dernière fois vous remercier Madame Lutz, Monsieur Hanotin pour cette conférence très précise. Merci beaucoup. Merci à vous.